Direct en jeu, la radio insolite. J'avais eu la chance le matin de l'inauguration de faire la visite de cette expo assez extraordinaire. J'étais avec Louise. Bonjour Louise. Bonjour. Bon, alors oui, rebonjour. Bonne année en fait, hein. Oui, c'est ça. On en est presque là, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois d'octobre? Ben, ça avait très bien démarré. On était ravis. On a ouvert l'exposition pendant une dizaine de jours. Le public était vraiment réceptif et accueillait l'exposition avec un grand enthousiasme. Et malheureusement, comme beaucoup de lieux, on a dû fermer suite aux nouvelles mesures et au confinement. Et on réouvre aujourd'hui. Et donc, on est tout aussi ravis et le public a l'air tout aussi enthousiaste. Donc, voilà, on est très content d'être de nouveau à Lyon. Alors, je peux vérifier pour voir si vous n'avez pas perdu la mémoire? Oui, C'est qui lui? à ma connaissance, c'est toujours Antoine de Saint-Exupéry. Et vous? Qui êtes-vous? Que faites-vous? Alors moi, je suis Louise, je suis chef de projet chez Tempora, donc la société qui a conçu, réalisé et qui gère l'exposition ici à la Sucrière. Alors, il n'y a pas qu'ici à Lyon, à la Sucrière, que vous faites des expos. En effet, donc on est une agence basée en Belgique et qui travaille beaucoup à l'international et notamment. Ça s'entend en Belgique, hein. Merci, je le prends comme un compliment. Et donc notamment en France et à Lyon en particulier. On vient d'ouvrir une exposition sur Steve McCurry, le photographe, à Anvers, qui a aussi démarré sur les chapeaux de roue, donc on est ravis. On vient de fermer une exposition sur Warhol à la Beauvry à Liège. En France, on travaille sur un projet à la mer de glace à Chamonix. Donc voilà, on est un peu sur tous les coups possibles en Belgique et à l'étranger, comme je disais. Voilà. C'est gentil de parler de la mer de glace. Je voudrais faire un petit clin d'œil parce que je vous rappelle que demain matin, on fête les 200 ans, on fête l'ouverture plutôt des 200 ans de la Compagnie des Guides de Chamonix avec évidemment au Carré d'Ancre à 10 heures le timbre des 200 ans. Et pourquoi je parle du timbre? Parce que il arrive bientôt ici, parce qu'il y a eu le timbre des 75 ans du Petit Prince. En effet, donc on a ouvert l'exposition en octobre l'année dernière à l'occasion des 120 ans de la naissance d'Antoine de Saint-Exupéry. On réouvre l'exposition en 2021 à l'occasion des 75 ans de la parution en France du Petit Prince. Et donc il est vrai qu'à cette occasion, la Fondation Antoine de Saint-Exupéry avec la Poste ont mis en place en fait un timbre à l'effigie du Petit Prince et de ses 75 ans en France. Voilà. Alors, question un peu basique. Pourquoi Saint-Exupéry? Pourquoi le Petit Prince? Alors, on a eu l'occasion en fait d'entrer en contact avec la Fondation Antoine de Saint-Exupéry et la succession Saint-Exupéry d'Aguet. Et en fait, très vite, on s'est mis à imaginer ensemble un parcours d'exposition. Donc ici, on est à peu près sur 1200-1500 mètres carrés. Donc c'est quand même une grosse exposition. Et l'idée était de parler du Petit Prince, mais aussi et surtout de son auteur, à travers toute sa vie qui a été faite de multiples facettes. Donc c'était à la fois un aviateur, un écrivain, un journaliste, un humaniste. Et donc l'idée était de poser un peu tout le contexte dans lequel Le Petit Prince a été écrit, mais aussi l'ensemble des ouvrages d'Antoine de Saint-Exupéry. Et donc il y a 4 temps forts dans l'exposition. On a un premier espace qui est un peu féerique et qui se raccroche à l'œuvre du Petit Prince. Et puis on a des espaces biographiques qui sont vraiment qui font le focus sur la vie et l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. On a un grand show immersif où là, l'idée était de se faire rencontrer le personnage du Petit Prince et son auteur. Et enfin, on a un atelier interactif où l'idée était de remettre en contexte la pensée de Saint-Exupéry et la remettre un peu au goût du jour, entre guillemets, par le biais d'une série de petites capsules vidéo où on voit qu'en fait, les thématiques qu'il a développées dans toute son œuvre sont toujours tout à fait d'actualité. Voilà. Alors moi j'ai eu beaucoup de chance parce que quand j'ai fait la visite au mois d'octobre, c'est Louise qui m'a fait faire la visite. Et à un moment donné, il y a quand même quelque chose d'assez original. C'est on rentre dans une salle, il faudrait carrément fermer les yeux. Voilà, c'est ça. On pourrait fermer les yeux. Donc en fait, c'est une œuvre de l'artiste Arnaud Nazaraga où on présente une série de sculptures qui réfèrent au personnage du Petit Prince. Donc les différentes planètes, la planète avec son baobab, l'envol, etc. Et en fait, cette œuvre a été conçue à la base pour les personnes malvoyantes. Et donc effectivement, c'est une œuvre qui est tactile. Le fait est qu'en cette période, c'est un peu compliqué de la vivre comme ça, mais il n'empêche que les œuvres peuvent être touchées par le public.
Et donc, c'est une expérience qui peut se vivre les yeux ouverts parce que c'est un univers féerique, étoilé, etc. Mais aussi les yeux fermés parce que justement, ça permet au public malvoyant de s'imaginer en fait les personnages du Petit Prince. Olivier Daguet nous l'avait dit quand on avait fait son interview, que vous avez retrouvé évidemment sur Direct en Jeu. Enfin, il nous avait dit que ça allait être repoussé la fermeture, puisque logiquement, Voilà, en fait, initialement, l'expo devait fermer ses portes en avril. non, on est au mois de mai là, donc elle rouvre. Elle réouvre. Donc, on a bousculé toutes les dates parce qu'on voulait vraiment que cette exposition puisse être de nouveau présentée au public, qu'il avait accueilli avec enthousiasme. Et donc, on réouvre, enfin, on a réouvert hier en fait, et on la prolonge jusqu'à au moins le 7 novembre, donc dans la foulée des vacances de la Toussaint 2021. Et voilà, en fonction du succès et des possibilités qu'on nous donnera à ce moment-là, on envisagera si une prolongation à plus long terme est envisagée. Pour être concret, pour la visite, est-ce qu'il faut réserver? Comment ça se passe? Voilà, on conseille fortement de réserver. La réservation en fait est pratiquement obligatoire. On a une billetterie en ligne sur notre site web qui permet donc l'achat de tickets. Le public ensuite donc choisit sa date, son créneau et se présente à l'accueil, scanne son ticket et puis est parti pour la visite. Petite information, l'audio guide qui est clé quand même dans le parcours parce qu'il accompagne le visiteur tout au long des différentes séquences et atmosphères de l'expo, est inclus dans le prix d'entrée. Voilà, on a des tarifs préférentiels pour les scolaires, les enfants, les jeunes, les personnes avec un handicap, etc. Tout est repris sur notre site web pour l'ensemble des détails. Parfait. Bon, je vais appeler maintenant la responsable communication, qui est juste là-bas. Donc je reviens, je vais la chercher, comme vous le voyez. Tiens, je voudrais saluer Alain Guillot. Je rappelle qu'Alain Guillot est le fondateur de la Fête des Lumières, qui est en train tout simplement de suivre ce direct. Je rappelle que je suis à la Sucrière. Je voulais, comme hier soir, remercier Virginie Dessia Mathieu-Lonf de Prisme Consulting, qui est là, qui s'occupe des relations presse, qui nous a accueillis hier pour ces deux émissions originales avec Nicolas Le Breton et tout. Bonjour. Bonjour, À qui ai-je le plaisir? Émilie de Rome, je suis responsable communication de Tempora qui organise l'exposition. Alors, Tempora, Louise a juste rappelé qu'est-ce que c'était. Vous êtes installé dans toute la planète, même dans la station spatiale orbitale, il paraît. Exactement, vous avez tout compris. Tempora est une agence qui est spécialisée dans la création, la conception, la gestion et la promotion d'équipements culturels, que ce soit des expositions temporaires ou des musées. C'est vrai qu'on est actif dans plusieurs pays dans le monde, outre-Atlantique, Europe principalement. Et on aime beaucoup la France, donc c'est vrai qu'on est actif à Paris et Lyon pour l'instant, et on espère que ça ne va pas s'arrêter là. On a fait des gros projets, notamment pour les grottes en Ardèche. On a travaillé sur le projet. La grotte Chauvet? Oui, Chauvet. Voilà, Olivier J'avais- Olivier de Filanti s'occupe du développement, comment dire, et de la communication. Voilà, donc on est sur des gros projets et on est ravis d'être ici à Lyon et on espère que l'expo va démarrer sur des chapeaux de roue. Après. En général, sur les projets, c'est vous qui avez l'idée, qui contactez quand même ceux qui peuvent être les acteurs actifs, ou c'est eux qui vous appellent? Alors, il y a deux systèmes, je vais dire. Donc, soit on répond à un appel d'offres, donc il y a un cahier des charges qui nous est imposé, et on répond, et soit on emporte le marché, soit on ne l'emporte pas. Soit ce sont, comme on dit dans le jargon, des autoproductions. Donc c'est Tempora qui prend l'initiative de faire une exposition sur Andy Warhol, par exemple, pour citer un exemple concret et récent. Et donc c'est nous qui faisons tout le contenu, qui cherchons un comité scientifique, qui allons chercher les œuvres dans les musées du monde entier, chez les collectionneurs. On fait valider bien entendu tout ce contenu. Et ensuite, on passe à la promotion, la scénographie, on a les architectes qui dessinent les plans. Donc, on est capable de faire un projet de A à Z, et ce qui est assez rare dans notre métier. Il faut combien de temps pour construire un projet et le mettre en place? Alors, ça dépend d'un projet à l'autre, mais sur des gros projets comme celui-ci ou l'expo d'Andy Warhol, on parle quand même sur 2-3 ans facilement de travail. Ah oui, donc vous êtes déjà dans l'environnement 2024-2025. Exactement. On doit toujours avoir une vue sur le calendrier, parce que ça se prépare longtemps à l'avance, notamment des prêts d'œuvres dans des grands musées. Ça ne se demande pas en dernière minute. Il y a beaucoup de bureaucratie aussi à ce niveau-là, et il y a des délais très, très, très longs parfois. Direct en jeu, la radio insolite, c'est venu la question insolite. Est-ce que je peux me permettre?
allez-y. On dit Warhol n'est pas belge. Warhol n'est pas belge. Euh, Antoine de Saint-Exupéry n'est pas belge. Il n'est pas belge. Bon, alors, à quand Jacques Brel? À quand Tintin? Ah, mais on y a pensé, on a été approché. Je suis un peu basique. Non, mais on a été approché en effet sur un projet Jacques Brel. Et puis pour des raisons diverses, ça ne s'est pas fait. Par contre, il y a eu un parcours dans le centre de Bruxelles, mais temporaire, sur lequel on a travaillé. Mais nous aurions voulu quelque chose de plus permanent, et ça n'a pas été fait avec Tempora. Il le mériterait. Hein. Il le mériterait, absolument, absolument. On aura bientôt, j'espère, un musée du chat de Philippe Geluck à Bruxelles. On verra si le projet se fera parce que malheureusement, il est embêté par des pétitions qui circulent à droite et à gauche. Mais non, c'est sûr que ce serait intéressant de faire des parcours sur des personnalités belges. On a quand même travaillé sur Simenon à Liège il y a des années, avant que je ne travaille dans la société. Donc voilà, on a quand même travaillé sur l'une et l'autre personnalité de chez nous. J'aurais fait un petit clin d'œil à Bruno, parce que Bruno, vous allez retrouver son interview cet après-midi, et surtout demain, puisque Bruno a été le designer graphique du timbre des 200 ans de la Compagnie des Guides de Chamonix, qui est fêté demain, à partir de 10h à Carré d'Ancre à Paris, donc timbre au premier jour. Et c'est lui qui a fait aussi les timbres de Philippe Geluck. Donc j'ai l'impression que tout ça, en fait, même si on raisonne sur la planète... Il y a toujours un lien. Bon, vous étiez là hier matin? Nous étions là, oui, pour la première journée d'ouverture. Alors, justement, à quelle heure ça a ouvert? À 10h. Dans quel état étiez-vous à 9h59? En train de trembler? On était surtout très impatients d'accueillir nos premiers visiteurs, qui étaient pour le coup des prescripteurs scolaires, donc qui sont très importants pour nous parce que l'exposition est très pédagogique. On a développé des outils en partenariat avec le Mémorial de Caen notamment, qui a un savoir-faire en la matière. Est-ce que cette exposition s'adresse donc à un grand public évidemment, mais c'est un outil, c'est un excellent outil pour les écoles. Saint-Exupéry fait partie de votre patrimoine et fait partie aussi du programme scolaire. Donc c'est vrai que c'est un public très important pour nous et on sent que les écoles ont envie de refaire des sorties et on a plusieurs demandes déjà d'écoles. Un dernier point, ça vous donne peut-être envie de venir. Sachez que moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire en visitant l'expo au mois d'octobre, et là je vais me faire plaisir, je vais la visiter, c'est que j'ai découvert non pas Monsieur de Saint-Exupéry, non pas l'aviateur, non pas celui qui a fait Le Petit Prince, j'ai découvert l'homme. Et ça, c'est le plus important, c'est on met en valeur Antoine. Exactement. Il a plusieurs facettes, comme vous le disiez, mais c'est vrai que la facette qui, je pense, est la plus fascinante et qu'on met bien en avant dans l'exposition, je pense, c'est vraiment l'humanité qu'il avait. Un vrai visionnaire et il aimait vraiment les hommes et je trouve qu'on ressent bien cet aspect-là de sa personnalité dans l'exposition. Le timbre des 75 ans est sorti au mois d'avril. Je vous rappelle qu'on a un autre rendez-vous avec Gilles Lifshitz et Phil Laposte, puisque cette fois-ci, ça va être carrément le carnet de 12 timbres qui va sortir. Est-ce que vous l'aurez ici? Ah, surprise, on dit rien. Hein, on dit rien, d'accord, on dit rien. Vous venez et puis vous verrez. Salut à tous. Merci.